visage devant, rieur, avec des yeux. Un beau, quoi, beau. Quand tu chantes Exaltant. l'amour, faut savoir ce que c'est. Est-ce que les gens, des fois, ils chantent avec toi? Ils ne chantent pas. Est-ce que le cœur des enfants, dans la chanson initiale, est-ce que des fois, par le public, il est pas repris? Alors si, que le soir, il y a... pas repris. Moi, ah bon un peu ce soir, ça. Parce qu'on le chantait d'une autre façon? Ouais. Non, mais toi, ça t'a pas surpris? Non. Ça n'arrive jamais que ça soit repris? Si, des fois, mais... Si, il y en a qui chantaient, tu les as peut-être pas vus. Bah oui, enfin, c'est sûr. Moi, j'en voyais qui chantaient. Mais il suffit que l'arrangement soit différent, la façon de le jouer soit différente pour que tout le monde soit un peu... Pas désemparé, mais c'est autre chose, quoi. Tu sais, quand tu as écouté longtemps un disque, il n'y a pas un automatisme, mais tu t'attends un peu à trouver des points de repère qui sont les mêmes. Alors il suffit que le tempo change, que la façon de le jouer change. C'est toujours le même morceau, mais il n'a pas la même couleur musicale. Alors une fois, ça désarçonne un peu les gens. Donne-moi une cigarette, s'il te plaît. Ça désarçonne. Mais enfin, c'est pas grave, il y en a des tas d'autres qui ont chanté très bien d'ailleurs. Parce que le time a duré un moment quand même. Ouais, c'était peut-être trop long, c'est ça que tu vas me dire. Non, c'est oh, le cœur des femmes. Oh non. Ah oui, je sais pas si tu le fais aussi long chaque fois, mais... Non, même parce qu'il y avait une ambiance particulièrement... il y avait une belle ambiance, quoi. Plus qu'une ambiance, il y avait une belle flamme. Les gens étaient vraiment super, le public était magnifique. Ouais, t'as l'air d'être heureux sur scène. Enfin, t'avais l'air tout à fait il y a de quoi, souriant et tout. Attends, moi, je voulais te demander une question peut-être un peu vache. Ah oui, c'est le journaliste qui se réveille. Non. Singularisons-nous par une question non, piégée pour savoir si le loup va me poser ses vieilles pattes dans mon vieux piège. Vas-y, accouche. Bon, alors, je voulais savoir si ça t'amusait pas de temps en temps justement de jouer avec le public. Comme ça marchait bien. Si ça m'amusait pas, je le ferais pas. Oui, mais avec quelque chose de pervers derrière, c'est-à-dire on a une troupe de gens devant toi pervers. Et puis on les fait marcher un petit peu, on fait ça, on crie un coup, ils répètent ce qu'on fait, etc. Mais c'est un jeu, sans obsession derrière, sans désir de pouvoir ou sans sentiment de puissance. Mais c'est un jeu, tout le monde s'amuse, moi aussi. Ça vient, ça repart. Des fois, c'est pas moi qui dirige. Des fois, je suis dirigé. Mais c'est comme un jeu, quoi. Les gens te renvoient la balle, puis te renvoient d'une telle façon que ça te renvoie vers autre chose. Et que, bon, ça part comme ça. Et toi qui justement... Si tu cherches la malice, comment dire? Malignité là-dedans. La malice. Il y a plutôt de la malice que de la malignité. Je cherche pas. Non, mais je cherche pas non plus, moi, avec les gens. C'est un jeu, bon... on s'amuse tellement, et puis d'entendre tout le monde chanter, et puis il y a des phrases des fois vachement compliquées, et tout le monde les chante bien. En plus, te dire, alors il y a des moments aussi où c'est un jeu, quoi, avec des règles comme tous les jeux. D'ailleurs, tu joues avec tout ce que les gens te donnent, c'est rigolo, parce que bon, souvent sur des plateaux, les gens ils prennent les chanteurs et ils posent ça dans un coin. Alors la rose, l'enveloppe, tout ce qu'on peut te donner, tu en profites. C'est assez rare d'ailleurs pour un chanteur. Parce que un cadeau, il faut que ce soit utile. Je veux dire, si les gens te donnent quelque chose, si quelqu'un te donne quelque chose, c'est pour que tu t'en serves. C'est pas pour que tu le poses sur un meuble et puis que tu laisses la poussière tomber dessus. C'est beau d'ailleurs, tu découvres une lettre, c'est arrivé dans la lettre de la petite amie d'Ennie Public, à la fin, paf, une lettre arrive, tu ouvres. Hein. Et c'était joli ce qui était dit, vraiment. Je reçois des belles lettres des fois. Justement, quelle est la réaction des gens quand tu les rencontres? Quand tu rencontres les gens, ton public, quelle est leur réaction? Tu peux le rencontrer déjà. Chaleureuse, ouais. Oui, je peux le rencontrer. Ouais. Vous étiez pas là ce soir? C'est une Bon, bah alors je vous rencontre. En dehors. En dehors d'un micro? Oui, absolument. Mais à des tas d'endroits différents. Là non plus, il n'y a pas de prévision. Mais si, c'est vrai, je rencontre beaucoup de monde. Et la réaction générale? Quand je sors, je rencontre des gens dans un café, dans la rue aussi. Puis des fois, tout d'un coup, on se met à parler, puis on marche. Et puis on arrive dans un bistrot ou pas. On s'assoit, s'il fait beau, on reste dehors. Ça dépend. Moi, je tombe sur des gens du public, des gens. Et les gens s'approchent de toi facilement? Apparemment, ouais. Non, c'est pour savoir. Non, assez.
assez facilement. Puis si j'ai pas envie, je le dis, tu vois, c'est pas non plus... si un jour, par exemple, t'es ensuqué, t'es pas bien, ça sert à rien de rencontrer quelqu'un à ce moment-là, parce que ça va stagner la conversation, on va se perdre, quoi. On va pas se rencontrer. Puis des jours, t'es pas en forme, t'as envie de marcher comme ça, tout seul. Mais tu le dis, c'est facile, tu dis à quelqu'un. Mais aussi, il y a quelqu'un qui passe avec une voiture ou bien en moto, et qui s'arrête, qui dit quelques mots, et puis après qui dit salut Jacques. Ou bien même des fois, c'est juste un sourire, 3 mots d'échanger. C'est bien. Pour changer de sujet, je voulais te demander une petite question de mémoire. Est-ce que tu sais ce que tu as dans les poches exactement maintenant? Je crois que j'ai 1 franc. Pourquoi tu le veux? Attends, il faut chercher sans... J'ai rien, mais j'ai 1 franc, ouais. Attends, je regarde. C'est pas rien C'est le d'ailleurs. franc symbolique. Voilà, 1 franc. C'est le franc symbolique ou Et puis j'ai rien d'autre. C'est le franc qui va te servir à nous payer à boire. satisfaire Avec 1 franc. le vieux junk qui va te croiser dans la rue, qui va te dire t'as pas 100 balles pour un... Oh, il sait plus, t'as pas 100 balles maintenant. Ouais. Ça vaut plus rien. Ce que tu disais, t'as pas 100 briques, c'est ça? Ouais, t'as pas 100 briques. Le mec, il y a l'autre. C'est bien un mec qui arrive et il dit un chèque, tiens, genre. C'est arrivé à Gainsbourg au jeu de la vérité. On lui a Non, dit, il a- t'as pas des thunes Ah, à pour donner le- pour l'Éthiopie ou je sais plus quoi. Et il a sorti carrément le chèque de Tibet. Donc on lui a fait, ça peut arriver. Ça m'arrive aussi de voir un mec dans la rue. Pas toujours, pas systématique. Mais de voir quelqu'un puis de sentir qu'il a besoin de rond, quoi. Alors tu t'arrêtes puis tu lui donnes de l'argent. Puis il n'a pas le temps de réaliser que bon, c'est comme si ça tombe du ciel ou il les trouverait par terre, c'est pareil. J'ai une autre petite question. Savoir ce que tu prenais au petit déjeuner le matin. Ça dépend. De l'eau. Pourquoi tu veux m'offrir un petit déjeuner? Non, c'est une question que j'ai l'habitude de poser. C'est vachement tout le monde, pratique. à savoir, Une tasse de riz coré. Voilà, à savoir de quoi est composé. Des fois, ce matin, des noix, que des noix. Un verre d'eau et des noix. Parce que je suis tombé sur des noix et ça m'a pris la folie quand tu en manges une. Je sais pas si vous, ça fait pareil, mais tu en manges une, tu en manges 2, tu en manges 3, et après tu deviens fou. Et puis t'arrêter d'en manger. Et avant de rentrer sur scène, tout ça, tu carbures à quoi pour être en forme comme ça? Oula, allô? Allô? Allô, oui, t'es là? Ouais, pas d'alcool, rien. Quand on a besoin de se donner comme ça, Parce que sinon tu meurs, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu tiens pas 2h30, 3h en scène comme ça. C'est impossible. Et puis en plus, j'aime trop la scène pour me détruire, quoi. Tu vois, c'est une chose trop importante pour venir là. Bon, si je fais une fête avec des copains, on boit, hein. Je me refuse pas ce plaisir de rigoler un bon coup, de s'éclater. Mais enfin, c'est pas systématique non plus. J'aime pas non plus l'ivresse triste. Faut qu'il y ait une fête. S'il y a une fête, c'est gai. On est entre amis, on s'amuse, on danse, on rit, on chante, on déconne. Ah, c'est bien sur scène, on voit que t'es en forme, tu rôtes, tu te mouches, tu craches. Ah, il faut Bon, je faire sais ça. pas si t'as pété, mais en tout cas, c'est la joie de vivre. Non, je sais pas. Non, je pète pas en scène. Là où je Bizarre, t'ai entendu. mais comme ça. Parce que c'est- Si c'est amplifié. Non, comme mais la parce voix, que si je le fais pas, eh ben ça reste dans les sinus, puis après tu chantes mal et tout. Mais il faut que ça sorte, hein. C'est comme ça, hein. Tout sort, les paroles sortent bien, la musique sort. Il faut que si tu as envie de cracher, tu craches. Mais c'est pas non plus systématique, mais des fois, ouais. Après Bercy, c'est pas trop Pour dur. dégager les bronches, comme ce soir, il y avait beaucoup de fumée. Par exemple, j'avais les bronches encombrées, donc je crachais. Je vais pas garder ça dedans, hein. Après Bercy, c'est pas trop dur de se retrouver en tournée sans toute la machinerie qu'il y avait pour le ministère de Paris-Bercy. C'est pas trop dur. Non, pas du tout. Parce que c'est un autre rapport qui est tout à fait exaltant, qui est très beau. Ça me manque pas, vraiment pas du tout. J'aimais vraiment Bercy, j'étais passionné par l'expérience. Mais il y a un autre rapport aussi Il y a un autre rapport, c'est venir Bercy pour toi, c'est venir chez les gens et tu as l'impression, c'est peut-être une impression, mais je crois que c'est une réalité, où tu es invité dans une région. Enfin, tu es invité à Dijon, tu es invité à Oyonnax, tu es invité... Enfin, tu viens chez les gens et ils te reçoivent. Il y a une différence. À Paris, c'était une façon de
de monter un spectacle. Puis bon, beaucoup de gens sont venus de partout, quoi, de la province, de partout. On parlait tout à l'heure des rapports avec ton public, justement. Est-ce qu'à Bercy, ça t'a pas un peu manqué, ce rapport très, très direct avec C'était le autre public? chose, c'était une autre expérience. C'est comme si tu me demandais de comparer Bercy et puis la fois où il y avait eu la fête de la musique, on avait joué sur un camion, c'est autre chose. Ou aller jouer en tôle comme il y a 3 jours, c'est complètement autre chose. Ça n'a rien à voir avec le concert de ce soir. C'est tout à fait différent. Les rapports sont pas les mêmes, le contexte n'est pas le même. Ou jouer dans un café, ou jouer de l'accordéon quand il y a une fête ou un truc comme ça, c'est pas du tout la même chose. Mais en même temps, c'est la même chose. C'est pas pareil, mais t'es là quand même Non, l'ambiance, c'est pas pareil tout à fait comme rapport. On peut pas le comparer, voilà, c'est ça. On peut pas comparer une ville à une autre, un concert à un autre. C'est toujours différent. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire Bercy? Tu disais tout à l'heure, ça m'a passionné. Parce que j'ai trouvé ça incroyable. C'était un défi pour toi-même ou pour... Pour tout, mais j'étais très intimidé à Bercy au départ. Et après aussi, mais moins, c'est-à-dire j'ai pris ce lieu, quoi. Et j'étais pas seul aussi. Il y avait toute une équipe, il y avait plein de gens qui ont travaillé. Yves Bernard au décor, il y avait Pierre Desrochers, Yann Kersalé à la lumière, à la sono. Il y avait Patrice Kramer, et Marco de Fouquet, Christian Seitz, il y avait Lisa Boulou. Enfin, et puis en plus, il y avait une centaine de personnes qui travaillaient là-dessus. Donc, si tu veux, dans les coulisses, 6 coulisses, on peut parler, parce que c'était plutôt des... Comment on appelle ça? Pas des loges, c'est pour les sportifs, quoi, les vestiaires. Il y avait une ambiance incroyable, parce qu'il y avait tellement de monde et tout le monde se connaissait. Il y avait plein d'histoires drôles. Il y avait les Africains aussi, Youssoum, Maury. Ça foutait une super ambiance. Donc il y avait une vie dans Bercy même qui était incroyable. C'était aussi joyeux que ce qui se passait aussi. Et rentrer dans Bercy, c'était pas rentrer en scène, c'était rentrer dans un lieu. C'était rentrer dans un espace. Tu rentrais en voiture déjà, non? Non, à pied, au début. Ah, au début, oui. Je partais en voiture. Dis-moi, tu dois te souvenir de temps en temps de tes débuts, des chansons aussi que tu chantais avec Fontaine à Reski. Ouais. Je voudrais savoir quand ça te prend de penser à tout ça, ce que ça te fait. Merci. Quand je pense à tout ça, ce que ça me fait... Est-ce que tu as un pincement au cœur? Est-ce que tu as un grand... Est-ce que non, t'as pas des du larmes tout. qui montent aux yeux? Est-ce que tu Non. as un grand rire qui... Non, c'est si j'en parle avec ceux avec qui je l'ai fait, oui. Mais non, franchement, j'ai pas l'esprit complètement... Je regarde assez rarement en arrière. Je suis toujours un peu sur ce qui se passe. Et de ce qui se passe en ce moment, qu'est-ce que ça va déboucher sur quoi? En même temps au présent et au futur. Mais le passé, c'est bien avec les amis, quand tu revois tes amis et qu'on en parle. Mais je me replonge pas spécialement là-dedans. Sauf que je regrette rien comme Piaf, là. Non, rien de rien. C'était vraiment super aussi. C'était d'autres expériences, à un autre moment de ma vie, qui était très passionnant. On sait bien, on a fait des trucs assez fous. Quand tu te regardes Mais je me rappelle de tout, par contre. Quand tu te regardes dans ce film, comment s'appelle ce film où tu jouais un jeune homme? Tu étais très jeune. Jouer de la batterie. Attends, tu parles de Bébert et l'omnibus? Non, je revenais de l'armée. Je jouais un mec de 17 ans. En plus, il m'avait demandé de jouer un niais. Enfin, un mec un peu bête, quoi. Un adolescent boutonneux et dans le genre. C'était vraiment une composition. Et moi, je revenais de l'armée où j'avais vu des tas d'autres choses et où ça m'amusait de le faire parce que Yves Robert était un mec très gentil. Il y avait Serrault, il y avait Pierre Mondy, il y avait plein d'acteurs. Et ce film était très comique parce qu'il y avait plein de comiques dedans. Il y avait vraiment Jean Lefebvre. Ils n'arrêtaient pas de déconner ensemble. Donc, le souvenir que j'en ai, c'est que c'est un moment très drôle, très joyeux. Gilin et la politique. Enfin, le cinéma, c'est pas ce dont j'ai le souvenir le plus émouvant. On a l'impression quand même qu'il lui reste un petit quelque chose d'acteur quand même sur scène. Un peu qu'il me reste quelque chose. Putain, j'étais comédien pendant 15 ans. Ça se sent quand même. Bah ouais. Heureusement. Je voulais te demander un truc. Gilin et la politique, est-ce que tu prends position? Est-ce que tu prends pas position? Est-ce que tu estimes avoir une position à prendre ou à distraire les foules, comme j'ai entendu dire un certain monsieur Raymond Devos qui veut pas s'en mêler? Qui veut pas s'en mêler. Enfin, Ben, je connais pas. Il est là pour distraire les foules et pas pour les influencer, pour parler de politique. Ben, je trouve que un artiste, par exemple pour Raymond Devos, le travail qu'il fait est extraordinaire. J'écouterais beaucoup plus Raymond Devos qu'un homme politique, par exemple. Si je voulais apprendre quelque chose sur la vie, je préfère écouter Raymond Devos.
Les autres, ils m'apprennent rien. Je veux dire, je les regarde, mais ils m'apprennent rien de spécial. Je me sens pas toujours... je suis un peu... Comment tu les regardes, toi? Moi, je les regarde... si je les regarde... je trouve que c'est des comédiens, souvent, comme ça. Ils font des tas de numéros. Ils font une carrière aussi. C'est parallèle à ce qu'on fait. T'as pas l'impression, quelquefois, justement, pendant les périodes de grandes mouvances politiques, électorales, en période électorale, généralement, est-ce que t'as pas l'impression qu'ils prennent un peu la place, justement, des artistes, quelque part? Oh, je m'en fous. Alors, ils prennent la place de À part rien qu'ils du font tout. pas payer l'entrée, souvent, Ah ouais? sauf un seul. Ils font payer après. Parce qu'ils font cher même, très cher des fois. Très très cher. À Mogador, à la veille de 81, au premier... C'est pas sûr qu'ils donnent du plaisir en échange, tu vois. Oui, c'est sûr. C'est-à-dire, moi, t'es déjà allé à une réunion? Moi, je suis jamais allé. Moi non plus. Même si c'est gratuit, j'y vais pas, tu vois. J'ai pas du tout envie d'entendre des mecs parler parler sans musique, sans flamme, Sans spot. Enfin, je sais pas, je suis pas un fou, je suis pas un passionné du jeu politicard, quoi. C'est ça, c'est vrai que je veux dire. Mais la politique, c'est d'abord les gens, c'est pas pour moi les hommes politiques, c'est la population, quoi. Quand il faut sûrement être représenté par quelqu'un, c'est le jeu démocratique. Mais les choses les mieux que j'ai vu faire, c'est par les gens eux-mêmes, sur place, en écoutant parler leur cœur, et puis en se disant c'est ça qu'il faut faire, quoi. Est-ce que ça t'a fait 9,9% au Front National, dernières élections? Ça, c'est pas la gloire des Français, ça. C'est pas bien la gloire des Français, ça. C'est-à-dire de laisser passer un truc pareil. Mais j'imagine bien, des fois, je vois la tronche de certaines personnes, je me dis, bon, ben voilà, tu vois, c'est ça qui est... Il a peur, il faut qu'il soit rassuré. Alors c'est ce que tu disais en 81, donc à Mogador, après avoir été laxiste, on va être laxatif, quoi. Ouais. Non, c'est pas laxiste, c'est pas comme ça. Mais tous ces hommes... Enfin, je sais pas, je les trouve tellement laids, déjà. Laids, quoi, laids. Je peux aimer des acteurs, je peux aimer des danseurs, des peintres, des sculpteurs, des gens aussi qui ne font rien du tout de tout ça. Par exemple, des gens un garagiste, une patronne de bistrot, un copain qui est au chômage. Je peux aimer des gens. Mais j'aime pas, j'ai pas une tendresse, j'ai pas une passion pour les hommes politiques, c'est vrai, je suis pas... Ça me paraît un truc interchangeable, que bon, eux, ça va être des nouveaux, il y en aura d'autres après. Mais il faut se méfier de ces mecs-là aussi. Je suis pas pour leur laisser le champ libre comme ça et leur laisser trafiquer leurs trucs. Je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait dit une phrase assez formidable et j'arrive pas à me rappeler laquelle. Je l'ai lu il y a 3 jours. Il avait dit quelque chose comme les hommes politiques s'arrangeaient pour... leur travail, c'était d'empêcher les gens de faire ce qu'ils avaient à faire. Puis j'aime pas leur façon de... Ils jouent des rôles. Il y en a un, il faut qu'il soit le papa, l'autre c'est le tonton, c'est la famille, quoi. Le père, le grand-père, la grand-mère. Ils me paraissent un peu suspects et lèche-cul. Tu rapproches ça de la mafia, là? Non, mais je veux pas condamner en vrac aussi. Il y a des hommes sur la terre qui font des choses bien et qui travaillent dans un sens positif. On ne va pas juger non plus les hommes politiques en disant tous le même paquet. C'est pas vrai, toi non plus. Il y a des hommes qui se battent pour des choses auxquelles ils croient et qui essayent de les faire passer. Mais c'est pas facile non plus. Quand tu vois un mec comme Henri Salvador qui se promène maintenant avec un badge « Je touche pas à mon peuple », ça te fait quelque chose ou pas? Ah bon? Il se promène avec un badge. Ouais. Touche pas à... Mon peuple. Donc le badge... Ah bah c'est que... je sais pas. Tant pis pour lui. Il a perdu un ami ce soir, toi? Non, j'aimerais toujours autant Salvador. C'est pas parce qu'il se promène avec un badge que je vais décider tout d'un coup. Je pourrais parler de l'inverse, je pourrais voir un mec avec un badge, je touche pas à mon pote et me dire que celui-là, il est pas terrible. Je suis pas forcé de l'aimer, tu vois, parce qu'il porte une étiquette. Non, il faut pas... Je suis pas pour juger les gens sur... Ou à ce moment-là, alors ça revient au même truc que... T'as l'étoile jaune, t'es machin. Pas tomber dans le piège que l'autre essaye de lancer, quoi. Mais il est tellement vilain, cet homme-là, Le Pen. Je veux dire, c'est tellement évident, quoi, que c'est gros, gras, la force, le tirer les gens vers vraiment mettre la main à la culotte, quoi. Tu vois, c'est ça que je pense. Alors bon, faut pas que ça aille trop loin aussi, tu vois.
changement de scénario. Mais aussi, tu peux pas empêcher des gens de plonger là-dedans. Et il y a des fois, vraiment, des gens, ils ont la gueule à ça, quoi. Tu vois, c'est leur truc, les petits commerçants et machin. Pas tous non plus. Faut pas non plus généraliser. Mais il y a des gens, ça leur plaît parce qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils connaissent pas. C'est comme le racisme, c'est l'ignorance. Tu connais pas une civilisation, tu veux pas la connaître. Tu veux pas rencontrer des gens. Et à un moment donné, ça devient une hantise. Alors toi justement, tu es parti en tournée en Afrique, du Nord et en Afrique en général. Qu'est-ce que tu en as ramené? Beaucoup de choses, puisqu'on a vu à Bercy. Des amis, déjà. Une vision formidable. Vraiment. Black is beautiful, man. That's right, that's what I mean. Mais en Tunisie aussi, j'étais allé, puis j'aime bien ces pays qui des fois ont des régimes aussi assez durs. Hein. C'est pas non plus joyeux tout le temps. L'armée, la police, c'est assez dur des fois. Souvent. Mais il y a des gens formidables, d'une chaleur et d'une générosité qui t'accueillent, qui savent vraiment te recevoir avec beaucoup de gentillesse. Amigos. C'est ça qui t'a amené à les inviter sur scène avec toi à Bercy? Ouais, parce qu'on s'est bien entendu. C'était pas non plus dire je veux vraiment jouer avec des Africains. C'est parce que j'adore leur musique et la façon dont ils se comportent et tout. C'était très joyeux vraiment d'être. Et c'est toujours joyeux quand je retrouve Youssou, Maury c'est vraiment ces musiciens et les danseurs et musiciens. Beaucoup de cœur, des gens vraiment chaleureux. C'est pour ça que je trouve le racisme stupide, parce que c'est se priver du bonheur de rencontrer d'autres civilisations et puis d'autres racines, d'autres cultures. Et puis les peuples extra, vraiment. Faut pas non plus généraliser. Il peut y avoir, tu sais, comme il y a des blancs merdeux, il y a des noirs merdeux. Hein, c'est pas ou des jaunes ou des verts ou des bleus. Mais j'aimais bien qu'ils se rencontrent, et puis comme j'aime aussi les gens de mon pays aussi, c'est vrai. Donc je trouve super que ce soit une autre image de la France, que ce soit la France que j'aime, quoi. Celle qui est ouverte, généreuse, qui est pas trouillarde, qui est pas repliée sur elle-même, du genre... c'est un petit pays, la France, je veux dire, s'il s'ouvre pas, c'est que... Mais ça va, il y a pas que des Français idiots, hein. Loin de là. On va se rafraîchir en politique. La composition de ton sandwich préféré? Toi, t'es pragmatique. Hein. Comment c'est ça, pragmatique? Pratique. La couleur de mon sandwich préféré. La composition, pour la couleur si tu veux aussi. Alors peut-être pas sandwich, une assiette de fromage par exemple. Une assiette de fromage avec un verre de vin. Et quel vin? N'oublions pas que nous sommes en Bourgogne. Alors, il n'y a pas d'influence. Non, je demande quel vin, parce que c'est un sujet approprié. Ben, le très bon vin est malheureusement souvent assez cher. Et c'est dommage, parce que on est le pays où il y a quand même beaucoup de fromage et beaucoup de vin. C'est une richesse naturelle. Et le très bon vin, parce que le mauvais, il vaut mieux voir très peu de très bon vin que beaucoup de mauvais. Parce que le mauvais, ça fait un mal incroyable. Je veux dire, ça fait vraiment énorme. Ça tue des gens. Ah ouais, pour de bon, on en rigole, mais ça les tue, ça en tue un paquet. 300 000 par an. Ça les détruit en plus. Mais par exemple, ce plaisir comme ça, de goûter du fromage en buvant une gorgée de très bon vin, avec des noix ou des pommes. J'adore ça, vraiment, avec grand plaisir. Ou alors, une bière et un œuf dur sur un comptoir. Alors ça, quand j'ai vraiment faim, c'est un plaisir incroyable. Pourquoi? Je sais pas. Voilà. C'était l'interview. L'intérêt, pourquoi? Il ne sait pas. On dit qu'il oui, sait. moi, je veux savoir, tu as pris une position ce soir un petit peu contre quelque chose, le rock. Tu as été assez dur, tu as eu des phrases de Pas du tout, c'était pour. Pour le rock, mais justement, face à quel... Non, c'était pour déifier, comment on dit, démystifier une idée qui est trop... Parce que tu estimes à quel Quand j'ai dit, c'est vrai, il y a des mecs qui ont, des filles, des garçons, qui ont l'air vraiment, des fois, très calmes, très doux, tu vois, et qui, en fait, quand tu as vraiment besoin d'eux, se révèlent des gens qui ont un caractère très fort, qui ont des réserves qui sont vraiment généreux, qui sont bien.
Je suis pas pour l'étiquette, parce que les rockers, si tu prends le hard rock, moi, il y en a, ils me font rire, tu vois, mais vraiment rire. Alors si c'est ça, les durs, hein, tu vois, les durs, ils font des clips où ils arrivent dans la maison d'un bourgeois, ils renversent tout, et il n'y a pas un produit plus business que ça. Je veux dire, il n'y a pas un produit dans le sens produit. Pourquoi tu fais jamais de clips De De clips Parce que j'en fais pas en ce moment. Je vais en faire un jour. Mais j'arrive pas à me décider. Non mais je sais pas encore quel clip je vais faire. Puis si j'en fais un, j'aimerais qu'il soit... Je sais pas encore comment placer. J'aimerais pas qu'il soit superficiel. Pas que ce soit une démonstration technique, tu sais, les plans qui bougent sans arrêt, les belles C'est pas filles. plutôt ton côté griot que je veux faire. J'aimerais un clip faire parler, comme un court-métrage, ouais. Faire avec un cinéaste, un court-métrage sur une chanson et trouver quelque chose qui ait une force, une émotion, quelque chose qui soit positif, quoi. Pas seulement pour vendre ton morceau, quoi. Parce que ça me paraît très souvent, la plupart du temps, ça, quoi. Vendre le truc, monter dans le top 50, redescendre du top 50, sortir du top 50. Oh la honte. Tu es un frémissant du top 50. Oui, ça me fait rire. Mais on va parler du des dernier. trucs complètement... Des fois, tu as... Tiens, par exemple, de Cure. Tu sais, ce morceau où ils sont dans une armoire, là, et qui tombent. C'est formidable, ça. Et le clip aussi de... Le mec qui court, là. À chaque fois, j'oublie. Tu sais, de... Non. C'est pas Simple Mind. Non. C'est Pérez. Tu sais, ce mec qui court tout le temps. Puis après, on arrive dans une route en Amérique, pleine campagne, puis on s'arrête devant une chorale. Ça commence par une chorale, ça se termine par une chorale. Il y a plein de trucs sur J'ai l'air d'un imbécile à pas pouvoir dire ni le nom ni le groupe. On voit plein de trucs sur la route, c'est ça? Voilà, on voit les gens qu'on a vus. sur- ouais, Ça, c'est un clip formidable. Vraiment, et la musique est extra. Et le Talking Heads, formidable. Ça te dit quelque chose vraiment. Ou le clip de Police, là, Police, le guitariste de Police. Sting. Sur l'URSS, là, même vos enfants, je suis sûr que les Russes aiment leurs enfants, ce qui est vrai. Ça, c'est des choses qui me paraissent bien, quoi. Le dernier clip de Chantal Goya t'a plu aussi? J'ai pas vu. Ça pourrait. Je te dis, je suis pas sectaire. Pourquoi pas? Tiens, justement, tu parlais de chorale tout de suite. Ton dernier disque, La Croisade des Enfants, tu ne l'as pas chanté d'ailleurs ce soir. Non. Pourquoi ce disque? 3 villes de France où ils ont amené les chorales d'enfants. Et c'était tout à fait magique avec les gosses qui arrivaient. C'était beau d'ailleurs. Vraiment plein d'enfants sont arrivés habillés en blanc, petits garçons, petites filles et tout. C'était vraiment magique. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu vis beaucoup la nuit? Oui et non. C'est pas systématique non plus. Qu'est-ce que tu aimes bien dans la nuit? Le silence. Vraiment. Par exemple, lire la nuit, c'est assez extraordinaire. Parce que tu as... C'est vraiment un moment pour ça, tu sais. Tu as l'esprit vraiment calme comme ça. Et tu peux rentrer dans un livre, hein, tu peux écouter quelqu'un qui te parle dans le silence et dans la solitude. J'aime vraiment ça. Ton album live, tu l'as fait de A à Z, du début à la fin du concert. Ouais. Par rapport au Casino de Paris, par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? De Casino, l'enregistrement de c'était l'album. pas tout à fait, c'était pas très bien. Casino, la pochette était super, mais l'intérieur, c'est un peu un échec. Je suis pas vraiment satisfait. Mais bon, c'est un souvenir, quoi. Et celui-là? Celui-là, ouais, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Mais par contre, tu me feras jamais écouter un disque qui vient de sortir. Bercy, je l'ai écouté en intégrale, avec un casque sur les oreilles. Ça m'a rappelé complètement Bercy, c'est-à-dire, je me suis senti vraiment dans Bercy. J'ai revu, en l'écoutant tout, je l'ai écouté une fois en entier pour voir si j'étais d'accord avec le son, le mixage, tout ça. Puis, Michel Pagliaro a fait un boulot extraordinaire. Et puis après, quand le disque sort, je peux pas le réécouter avant 1 ou 2 ans. 2 ans au moins. Parce que je suis déjà sur ce que je vais faire. Alors depuis Bercy, justement, ça a évolué. Vous avez beaucoup travaillé en tournant. En tournant? Ah ouais. T'apprends énormément de choses. Énormément. Mais c'est avec le temps. La tournée, je bois de l'eau là.
la tournée devient, plus elle est longue et plus tu rentres vraiment dans une autre aventure, un autre trip, quoi. Et vous tournez jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du mois de mai. Un grand projet. Après, on va au Festival de Montreux, on va jouer avec Didier Lockwood et l'Orchestre Philharmonique de Lille, s'il vous plaît. Encore, ouais. On va faire alerter les bébés, ouais. Ah ouais, superbe, C'est un rêve. Oui, c'est un rêve. Et ce qui est marrant, c'est que j'en avais parlé il y a 3 ans, et les gens s'étaient foutus de ma gueule. les journalistes, pas les gens. Mais enfin, c'est des gens quand même. En l'occurrence. Non, c'est vrai, c'est vrai. On reconnaît. C'est des êtres vivants, humains. Mais comme j'avais dit, je jouerais avec un grand orchestre. J'avais une passion, j'avais pensé à ça très fort. Et le destin a voulu que j'avais téléphoné à des gens, puis c'était pas possible. J'avais appelé des grands orchestres et ils étaient oui, non, enfin, non, tu vois. Et puis c'est Jean-Claude Casatsu qui est venu, qui m'a dit on fait le 10e anniversaire de l'Orchestre National de Lille. Et j'ai décidé d'inviter des gens complètement différents, des Africains, Manu Dibango aussi, des percussions africaines, Lavillier, moi, et aussi un orchestre de rock. C'est rien, c'est un viol. Et ça a été magnifique. Puis on a fait Pierre et le Loup avec un orchestre d'adolescents. Et puis travailler pour eux avec Casatsu, c'était énorme, tu vois. Puis quand ils m'ont vu arriver en plus pour faire le compteur, alors c'était formidable. Puis on s'est entendu avec Jean-Claude. Vraiment, la preuve, c'est qu'on va recommencer à faire quelque chose ensemble. Mais c'est merveilleux, hein. Jouer avec un grand orchestre, c'est quelque chose. Et un coup comme le Trocadéro, tu as envie de refaire? Tous les coups comme ça me plaît. On rappelle que bon, tu as joué avec un piano, tu étais au perché, et puis il y avait en même temps un funambuliste qui se promenait sur un grand fil. Et ça, c'était émouvant, ouais. Surtout pour le mec, parce que moi, bon, je risquais pas de tomber. Mais de le regarder, moi en train de jouer, voyant les gens en bas, puis le voyant, lui, dans le vide, sans filet, hein. C'était quand même à 30 mètres, puis c'est un mec qui a traversé les 2 tours de Manhattan. C'est un gonflé, hein, lui. Vraiment gonflé. Et qui je là en France pour faire des choses comme ça? C'est quand même bien. Ah, il y a surtout ce mec-là pour faire ça. Tu comprends ce que je veux dire? Et puis c'est Paco qui nous avait réunis, Paco Ibanez. Puis Marie-France Brière et Nicole Courtois. Pas Marie-France Brière. Béatrice Soulet et Nicole Courtois qui ont aussi à Bourges fait qu'on se rencontre avec avec les Charlie Lee Couture, avec Manu Dibango, Mino Sénélu, Bernard Lubat. C'est Jean d'album. Oui, de nous avoir réunis pour qu'on joue tous sur la chanson de l'un ou de l'autre. Ça, c'est une très belle expérience. Tu viens de le faire à Bourges? Oui, au premier jour. Et le dernier jour, il y a Didier Lockwood qui était là le premier jour et est revenu pour jouer avec moi. Et tu penses que Bourges fait une bonne chose et que ça a bien pris sa place maintenant en France? Ah oui. Ah oui, vraiment. Vraiment parce que il s'y passe. C'est bien qu'il y ait un moment dans l'année où plein de gens reconnus puis pas reconnus se retrouvent, quoi, qu'il y ait une concentration, faire le point sur tout ce qui se passe. Et il n'y a pas eu un Bourges qui ressemble à l'autre, tu vois, un printemps de Bourges qui ressemble à l'autre. C'est toujours un peu le point de ce qui se passe. Et c'était bien, quoi. C'était bien le concert. Puis j'ai assisté à plusieurs concerts. Je suis allé voir Tiefen, je suis allé voir Lara et Véronique Sanson. Je suis allé voir La Nuit du Jazz. Je suis allé voir. Concerts, tu es allé les voir? Oui, je suis allé voir aussi. Mais j'ai pas eu vraiment le temps parce qu'en fait, passaient là-bas plein d'amis que j'avais pas vus depuis longtemps. Et je pouvais plus me partager entre tout. Le niveau concert, tu peux me donner ton avis sur le concert justement Chanteurs sans frontières? Tu peux un beat Chanteurs sans public, ton avis à toi? Chanteurs sans public. Ben non, il y a des gens qui étaient là. Tu sais, j'ai trouvé ça un peu injurieux pour les gens qui étaient là. Tout le monde les a traités comme si c'était quantité négligeable. Bon, c'est bien qu'il y aurait eu plus de monde. Mais je veux dire, respect aux gens qui sont venus, quoi. Un peu quand même.
Tout le monde en parlait quand un bide. Alors eux qui sont venus, qui dans le froid, il faisait pas chaud, je te jure. Ça s'est fait au dernier moment. Qui sont venus, et puis bon, ça a été mal organisé. C'était pas le bon moment non plus parce qu'il faisait froid, tu vois. Et les gens avaient pas envie de sortir, je te jure, ça caillait un maximum. Ça t'a plu donc toi? Mais tout ce que je trouve, c'est de le faire, quoi. Au lieu de discuter pendant des heures si on va le faire ou pas le faire, ou est-ce que tu trouves ça bien ou pas bien, en attendant, ça a ramené un peu de fric en plus et ça a servi à quelque chose. Je veux pas dire que ça a résolu le problème, parce que c'est pas avec du fric que tu résous tous les problèmes. Mais c'était bien, ouais, c'est positif. Qu'est-ce que tu penses? C'était raté, mal organisé, hein. Et souvent les Français pêchent par ça, parce que les Anglais, les Américains sont très bien organisés vis-à-vis de ce genre de trucs. Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène que tout le monde enregistre des disques pour venir en aide, le phénomène de l'apartheid? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien qu'il y ait une mobilisation des artistes. C'est plutôt mieux que chacun dans son trou, en train de ne pas vouloir de se rassembler pour des choses comme ça. C'est quand même le travail des artistes aussi de soutenir ce qui se passe. C'est vrai. Ouais. Quand s'ils peuvent apporter leur contribution, c'est bien. Je dis pas que ça doit pas leur servir de couverture, dire que parce que le mec il a chanté à Chanteurs sans frontières, il est humain, il est génial, il est vraiment généreux. Et après, bon, il y a eu beaucoup de débordements, tout le monde y est allé de son petit couplet. Mais ça m'intéressait pas, ce genre de truc. Ce qui m'intéressait, c'est ce qui a eu lieu. Combien ça rapporte et est-ce que ça aide vraiment, tu vois. Le rock français, à ton avis, à l'heure actuelle, parmi les jeunes groupes, genre Rich Libido, genre Les Passants, genre des choses comme ça qu'on voit un petit peu en province, dans les petits concerts. Est-ce que tu es branché avec eux? Est-ce que tu en entends parler? Est-ce que tu les écoutes? Ouais, j'écoute. Et à ton avis, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu vois venir comme jeune groupe, justement? Toi, avec les connaissances? Pas pour l'instant, parce que je suis sur la route et on a beaucoup de choses à faire. Aux dernières nouvelles? Aux dernières nouvelles, je sais pas. Non, je sais pas, parce que c'est pas si simple pour eux. Il n'y a pas de choses intermédiaires. Il y a un peu une perte. Il y a même une grosse absence d'intermédiaire. Je veux dire, il y a les gens très connus et puis il y a rien. Ou alors, il y a le business. Top 50, machin, vous allez faire, dès qu'un groupe est un peu capable de sortir un morceau, le business est vraiment emparé à fond de ce truc-là. Faites travailler les artistes dans le genre, faites un morceau qui marche et puis le reste on s'en fout, quoi. Votre carrière, si vous tombez après, c'est pas grave. Quand tu dis ils sont capables de faire un morceau, c'est ton opinion personnelle de ces gens-là sont capables de faire un morceau, ou c'est l'opinion qu'ont les gens du top 50? Pas du tout, c'est qu'on les amène à cette seule façon de se faire connaître. Mais qu'on ne tient pas du tout compte du temps qu'il faut pour eux, pour travailler, développer leur musique. Enfin, un jeune groupe, c'est quand même un groupe qui se cherche aussi. Et il faut un certain temps, et la scène, c'est quand même pas mal pour trouver ta voix, déjà. C'est pas facile, hein. C'est vraiment même difficile. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas de lieu intermédiaire et qu'il y ait très peu de choses qui soient faites dans ce sens-là. C'est ce que tous les jeunes groupes m'ont dit, hein. Est-ce que tu déplores ou non le fait que les groupes qui sont choisis justement pour passer soit au top 50, soit au parade, soit des gens comme Gold, comme Jean-Jacques Goldman, des trucs comme ça qui sont... Est-ce que tu déplores qu'on choisisse que ces gens-là pour sortir, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire, simplement ceux qui font de la musique, ce qu'on pourrait appeler commercial pour ceux qui aiment la musique en général? Là, il faut que ça fasse chic boom, et puis par le dessus, bon, pas grand chose. Faut pas être injuste et de dire que une bonne chanson, un bon morceau, c'est un bon morceau. Il faut pas non plus devenir élitiste. Je sais pas ce que c'est qu'une chanson qui parlerait d'autre chose. Il faudrait au moins qu'elle soit bien, enfin que le groupe soit bien, que ça sonne bien aussi. Je vois les gens un peu chialer après la chanson française, mais entre Renaud, Goldman, Charles-Élie Couture, Alain Bachung, qui est un des formidables aussi. Et Bachung, j'insiste parce que je trouve que c'est vraiment un grand. Bon. Et Paul Persson, et puis Tom Novembre, et puis d'autres gens, je trouve qu'il y a vraiment de la qualité, il y a vraiment des choses qui sont super. En plus, ces mecs-là disent pas tellement de conneries, hein, je veux dire vraiment, et ils sont loin d'être... c'est pas seulement la variété, et puis un truc commercial, c'est pas vrai. Moi, je trouve pas. Hein. Ce sont des individus, et au niveau des groupes, est-ce que tu penses pas que le fait que Rock and Folk, par exemple, parle de Touré Kunda comme le premier groupe français et disent que Touré Kunda représente plus la France aux États-Unis, par exemple, que Téléphone, est-ce que tu penses pas qu'au niveau des groupes, il y a un vide? Au niveau des médias?
Je crois. La réponse vient de cette jeune femme qui dit vraiment ce qu'il faut dire. C'est vrai, c'est au niveau des médias, c'est tout. Ils encouragent tellement quelque chose comme ça qu'on ne peut pas savoir ce qu'il y a par ailleurs. Mais d'un autre côté, tu peux encourager tous les groupes. Des fois, j'écoute des cassettes et c'est pas très bien, tu vois. Si les mecs me demandent écoute ça et dis-nous ce que t'en penses, ben, c'est vrai que très souvent, je peux pas dire que c'est abouti. Je peux pas dire non plus que c'est mal. Je peux dire que c'est en gestation et que ça demande à aller beaucoup plus loin. Mais c'est pas, on peut pas décider tout d'un coup que ça est. Je te dis, j'ai cité 2 groupes anglais tout à l'heure ou 3. C'est vraiment bien, tu vois. Ça me paraît pas du tout de la variété. Ou un morceau que j'avais écouté de Propaganda ou des. Je peux pas te dire le nom du titre parce qu'en anglais je retiens pas. Ah ouais, non, mais il y a des groupes comme ça, c'est vraiment super, quoi. Alors, je pense que les Français n'ont pas à copier. Parce que ce que Sting avait dit n'était pas con du tout. Il a dit arrêtez de vouloir faire moins bien que les Anglais. C'était pas une leçon qu'il voulait donner aux Français, mais il disait quand même reconnaissez votre identité, votre particularité, votre façon d'être. Cultivez la différence de ce que vous êtes. Et plutôt que de copier, des fois je trouve ça un peu triste parce qu'un truc marche et tout d'un coup tu as 50 groupes qui jouent qui essayent, qui se disent qu'ils vont percer parce qu'ils visent le disque et ils visent le top 50. Ils visent ça parce qu'ils pensent que c'est la seule porte de sortie. Aussi, et c'est pour ça que quand les médias leur disent c'est ça ou rien, alors les mecs sont un peu. C'est vrai que si t'es un jeune mec, on dit on va essayer de faire un truc qui marche parce qu'il y en a qui en ont marre de galérer aussi pendant des années, puis qui jusqu'au moment où ils split, ils se séparent parce qu'ils voient rien venir. Justement, la séparation du groupe Téléphone, ça te fait un effet particulier? Non, je pense que s'ils se sont séparés, c'est qu'ils avaient besoin à un moment de se renouveler, de rechercher, d'aller prendre de l'air. Tu sais, un groupe qui est trop longtemps les uns sur les autres, ça je sais pas, je me mets pas à leur place, hein. Je sais pas ce qu'ils en pensent, mais je pense qu'ils étaient peut-être arrivés à un moment où ils se disent qu'ils tournent en rond et qu'ils ont perdu les flashs des premiers moments où tu te bats vraiment, et c'est un peu à leur honneur aussi, je trouve, quelque part, honnêtement, de dire bon, il faut qu'on se sépare un moment, qu'on refasse un chemin. Ça veut pas dire qu'ils se remettront pas ensemble. T'as gardé de bons souvenirs de l'époque où Louis Bertignac jouait avec toi? Ah ouais, Louis, je l'adore. Enfin, je l'aime, c'est un ami, vraiment. Ah ouais, vraiment beaucoup. Mais je les connais bien parce que c'est à l'époque, quand on jouait dans une cave, là, ils venaient tous. Et Corinne jouait pas encore, Jean-Louis grattait un peu, et Richard aussi. Et puis ils venaient comme ça. Puis en fait, ils accompagnaient leur copain Louis qui jouait. Et puis après, ils ont fait leur disque. Et puis il y a des choses que j'aime, et il y a des choses que j'aime moins. Mais je trouve ça bien aussi, arriver à un moment donné, de se dire bon, où on en est, faisons le point. Ils ont joué 10 ans, c'est pas mal. Pas non plus demander à un groupe, c'est pas à la vie, à la mort sans arrêt, tu vois. Par les Stones, qu'est-ce qui jamais. Quand tu perds 2 musiciens en cours de route comme ça, est-ce que ça change ton spectacle? Diabolo et Eric, mais je les ai pas perdus, Diabolo et Eric. Ils sont pas là en ce moment, est-ce que ça change tout? Est-ce que tu es obligé de tout retravailler? Non, on continue à jouer. En fait, il y a que la basse, c'est Rémi Sarrazin qui l'a repris, qui se débrouille très très bien, et puis qui est un ami aussi, un ami d'Eric également. Et puis il y a que l'harmonica qui nous manque un peu, c'est vrai, parce que Diabolo, il y avait des tas de morceaux qu'on jouait avec lui, c'était bien. Mais Diabolo a besoin de faire sa route et de voir ce qu'il a envie de voir, quoi. Je veux dire, il est libre aussi, il ne va pas être prisonnier. Je me vois pas en train d'attacher des musiciens en disant bougez plus les mecs. Ça y est. L'histoire, la rencontre avec Diabolo, comment ça s'est passé exactement? C'était dans une boîte à Paris qui s'appelait l'Eldorado, qui s'appelle toujours, et il y avait une boîte en dessous qui a marché pendant pas mal de temps. Et il y avait plein de groupes de gens qui venaient faire des bœufs, jouer. Un groupe après l'autre, tous les jours ça changeait. Et puis un jour j'ai vu Diabolo jouer avec des copains à lui. Puis ça m'a happé, si tu veux. Pour un musicien comme ça, quand je suis attiré, je ne me pose même pas la question. J'étais au fin fond de la boîte, près du bar, disons. Hein, et puis petit à petit, je suis venu jusqu'au premier rang. Parce que ça me fascinait la façon de jouer. C'est un grand musicien, c'est un mec vraiment super. Donc après, je lui ai dit, on répète demain, est-ce que tu veux passer? Mais je lui ai pas dit non plus,
on t'engage. Il faut que tu viennes puis que tu vois qu'est-ce qui se passe. Si ça te plaît, si ça t'intéresse. Puis il est venu, il est resté 2 ans. Et puis on a appris beaucoup de choses avec lui, il a appris beaucoup de choses avec nous. Et puis maintenant c'est bien, il prend sa route. C'est bien qu'il apprenne aussi sa route. Parce que c'est un jeune homme. Puisqu'on est dans les souvenirs, tu peux me rappeler un petit peu le temps où tu étais au Café de la Gare, théâtre. À la Vieille Grille, nous on était avec Brigitte Fontaine et Reski et Rufus. Et le Café de la Gare, c'était plutôt l'équipe Romain Bouteille, Sotard, Coluche, Devers, Miu Miu. Et puis tous les autres, bien sûr. Louis Rego aussi était là. Et on avait des rapports de tas de jeunes groupes qui faisaient... Il se passait pas mal de choses à Paris à ce moment-là. Alors tous les gens allaient voir... On était tous amis, en fait. Mais il y avait une équipe qui était là... Une autre équipe qui était dans un autre endroit. Les uns venaient au spectacle des uns et venaient au spectacle des autres. Et puis en dehors de ça, on se voyait assez souvent. Parce que par exemple, eux étaient dans une rue qui a été détruite, maintenant elle a été remplacée par un immeuble, dans la rue du départ, près de la gare Montparnasse. Et dans cette même rue, il y avait 5 ou 6, il y avait le Café de la Gare, il y avait une boîte où des Noirs dansaient, genre rhythm and blues et tas de choses. Il y avait le Sélénite, qui était une boîte tout à fait, un café-théâtre aussi au bout, où il y avait beaucoup de jazz, quand il y avait Ornette Coleman, il y avait l'Art Ensemble de Chicago, il y avait tout ça. Et dans cette rue-là, tous les mecs étaient dans la rue. C'était une petite rue, avec des boîtes, qui jouaient, et je te dis, elles étaient toutes le long du trottoir. Alors forcément, quand on répétait, on allait dehors, il y avait un café, il y avait tout ça, puis il y avait la rue. Et les uns jouaient avec les autres en attendant de répéter, enfin il y avait tout un mélange. C'était une rue très vivante. Et pourquoi tu as choisi de t'orienter côté musique alors qu'après ton premier film, ça marchait bien pour toi? Parce que toujours, la scène m'a toujours beaucoup plus intéressé que le cinéma. Mais j'adore le cinéma, attention. Il y a des films que j'aime vraiment beaucoup et des acteurs et des actrices que je trouve fabuleux. Alors là, il y en a un paquet. Quelques-uns. Tu as le temps d'y aller au cinéma? Ouais, des fois, j'y vais. T'as vu le dernier Bennett? Non, pas encore. Vu l'heure tardive, on va peut-être saluer le chanteur. Hein, il est gentil. C'est rare. Hein. Non, j'ai encore 2-3 trucs à demander. Parce que je vois Quel est que les collègues de ton film manger. Ton film préféré, je vais dire. Préféré? Oh, il y en a plusieurs, il y en a vraiment plusieurs. Alors, quel est ton... Tu connais Freaks de Ted Browning? Ça, c'est super. Il y a aussi des vieux films, par exemple, j'adore. Casque d'or. Des films d'Hitchcock, je trouve vraiment extra. La fenêtre sur cour. Enfin, il y a plein de films. Alors, si je commence à en parler, tu sais, il y en a un paquet, quoi. Little Big Man, Frankenstein, avec Boris Karloff. King Kong, des films avec des monstres, j'aime assez. Des films d'horreur, La Nuit des Morts Vivants, très bien. Ou Éclairage intime d'Ivan Spasser. Ou bien Paris, Texas, je trouvais ça vraiment bien. Boorman, t'aimes bien? John Boorman, genre La Forêt d'Émeraude, genre Excalibur. Non, j'ai pas vu ça. Pas vu ces trucs? Non. T'as le choix, t'as pas le choix du tout, t'as qu'un livre, t'as le droit qu'à un livre pour aller te coucher, pour aller dormir, lequel tu choisirais? C'est trop sélectif pour moi, tu parles. C'est dur, hein. Je sais pas. Il y en a pas un que tu fais ressortir vraiment que tu non, parce que à lire non. et relire? Il y a beaucoup de livres que j'aime. C'est pas, des fois, je connais même pas les auteurs. Celui que tu conseillerais peut-être le plus aux gens qui t'écoutent? Je laisse ça aux Lectures pour tous, ou comment ça s'appelle là? Au bout de chaque. Enfin, les émissions de télé là. Oui, c'est à lui de s'occuper de ça, c'est pas à moi, tu vois. Moi, j'aime les bouquins dans l'ordre et dans le désordre. Tiens, justement, j'aime l'ordre de Marcel Arlan. J'aime les bouquins de Céline, qui est antisémite, comme chacun sait, et qui est un écrivain fabuleux. J'aimais bien, tiens, j'ai découvert l'autre jour par hasard, parce que quelqu'un me l'a passé, le bouquin de Raphaël Biédou, Mes nuits sont plus belles que vos jours. J'ai trouvé ça super, vraiment. J'étais étonné, ça m'a pris. J'ai lu aussi un bouquin d'un japonais, dont je ne connais pas le nom et que j'ai trouvé formidable. Non. Un petit livre tout petit, une espèce de nouvelle. Puis Maupassant, enfin plein de gens, en fait. Pas seulement ça,
mais des fois je tombe sur des bouquins comme ça et puis tout d'un coup tu rentres dedans. Ou Sioran, tu connais? Un type qui s'appelle Sioran. J'ai trouvé ça formidable, sa réflexion, sa façon de voir les choses. Mais en plus, quand j'attrape les bouquins, par exemple, je lis jamais du début. Je lis un passage au hasard. Ça me plaît. Alors après, je me fais des farces avec des bouquins. Je reprends le même livre et je dis, si je retombe sur le passage, je dis ça, j'ai déjà lu. Alors je rentre dedans par passage. D'un coup, je vais partir de la moitié, je vais aller jusqu'à la fin. Et après, comme ça m'a passionné, j'essaie d'imaginer qu'est-ce que c'est le début. Alors je remonte au début et je redécouvre que c'est pas tout à fait ce que je croyais, etc. Tiens, j'aurais comme ça, tout de suite, je te demande une histoire drôle à me raconter. Je suis pas très bon pour ça. Non. Faut demander à Coluche, il en connaît et Gainsbourg, ils sont très forts. Une histoire comique, hein, je connais pas. Écoute. Quelqu'un, je vais changer de truc. Ça t'en est c'est sur la Parce que j'ai envie de faire des comiques et si jamais t'en as une bonne, je la glisse. Ah, tu la glisses Non, je vois pas là. Généralement, ça me rentre par une oreille, ça me sort par l'autre. Je me marre sur le coup, mais je retiens pas. Je suis pas un spécialiste de... Je vais vous en raconter une bien bonne. C'est pas j'adore les histoires. Mais C'est pas quelque chose qui court. il faudrait que tu demandes à mon fils, il est fou de ça, il connaît que ça. Lui, il en connaît 100, 200. Il les note dans un cahier, même pour pas les oublier. Il note pas l'histoire, mais il note les titres des histoires. J'ai entendu la bouche de quelqu'un qui était à Bourges, à Gainsbourg, que Gainsbourg, avec 12 000 personnes à Bourges, a fait faire beaucoup moins de bruit à son public que toi ce soir à Dijon. Est-ce que ça te fait quelque chose? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas s'il avait à faire du bruit. Faire du bruit. Non, faut que ce soit silencieux avec lui. Mais ça dépend, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, je suis allé voir Gainsbourg au Casino de Paris. Là, je l'ai raté parce que je pouvais pas y aller ce jour-là. Sinon, je serais allé le voir. J'adore, moi, Gainsbourg. Bon, je peux pas te dire s'il a... De toute façon, Gainsbourg, il demande pas aux gens de hurler, de chanter. C'est une constatation de l'extérieur. Oui, mais c'est comme c'est pas la même chose, je peux pas comparer ni. Enfin, je trouve ça c'est pas comparable, quoi. C'est comme si tu dis et qu'est-ce que tu préfères, Billie Holiday ou Edith Piaf? J'aime les deux. Un mot de Diane Dufresne depuis ce concert à Montréal. Ah ouais, ça, c'était terrible, vraiment terrible. J'ai chanté 4 chansons, je suis sorti, j'avais l'impression d'avoir pris le ciel sur la tête. J'étais effondré. Parce que la scène était au bout du stade, pas au milieu, tu vois, au bout, mais même en dehors. Et qu'à un moment donné, je me demandais comment je pouvais joindre les mecs et le public qui était au fond du stade. Alors j'ai mis toutes mes forces. Puis 4 chansons, tu sais, c'est pas comme tu prends le temps de te chauffer. Puis les gens n'étaient pas venus pour moi. Alors j'avais l'impression qu'il fallait jeter toutes ces forces là-dedans. Et j'en ai jeté tellement que je suis sorti comme si j'avais fait un concert de 4 heures. Je suis sorti de scène, je me suis assis par terre. J'étais comme un mec qui vient de se noyer, qui sort de l'eau et qui n'arrive plus à retrouver son souffle. Alors j'ai gardé un souvenir d'un trou immense et noir et n'arrivant pas à le combler, sachant pas comment faire. Avec Diane, c'est une grande histoire d'amitié. Je me rappelle, Ah ouais. le 1er janvier au Casino de Paris, il était venu te voir. Ah ouais. C'est un grand moment. C'est une femme formidable, vraiment. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Je voudrais qu'on se quitte avant ce concert. Puis en plus, quand je chante avec elle en scène, c'est quelqu'un de formidable en scène. On a chanté ensemble, on a fait des petites salles au Canada pour se roder avant le stadium. C'est quelqu'un de vraiment... c'est une sœur pour moi, je sais pas, une frangine. Quand je chante avec elle en scène, son regard est complètement présent. Elle est vraiment avec toi et elle t'aide. Si elle te regarde vraiment. Humainement, c'est quelqu'un de formidable. Et puis bon, je l'aime vraiment, je la trouve démesurée. Et puis en même temps, c'est un mec aussi. C'est génial, toi. C'est pas un mec, c'est une femme, elle a un amant. Je veux dire, c'est pas une lesbienne, quoi. Mais ce qui n'est pas péjoratif, elle pourrait l'être, ça ne me dérange pas. Mais elle a un caractère que tu peux pas lui marcher sur les pieds. Je veux dire, je l'ai vu répondre à mener le truc à un train d'enfer, tu vois. Un jour, elle m'avait fait à manger dans une maison et je la regarde et je lui dis tiens, je te vois avec, comme dans les westerns, avec un fusil en train de faire sauter les œufs dans la poêle. Elle avait la poêle à la main, je lui dis il ne manque plus qu'un fusil parce que ça te va tellement bien. Tu sais, genre fan de western, dur à cuire comme ça. Il n'y a pas grand chose qui peut la faire vaciller.
Mais elle est très fragile aussi. C'est une grande amie. Vraiment quelqu'un que j'aime, que je respecte. Alors ta frangine c'est Diane Dufresne et ton père c'est toujours Charles Trenet. C'est pas mon père, Charles Trenet. Modèle, c'est un modèle. C'est un poète. On dit de Charles Trenet que c'est le fou chantant, alors que Jacques Higelin c'est peut-être le fou chantant aussi des années. Ouais, on dit, ouais. On Moi dit. je serais tenté de dire que c'est un fou tout court. Non, c'est quelqu'un d'incroyable, Trenet. Vraiment fascinant. Dans la vie aussi, je l'ai rencontré une fois, une journée, on a passé une journée à discuter, à rire, à déconner. C'est vraiment quelqu'un de très fascinant. Il a un regard insensé, bleu d'acier comme ça. T'aimes aussi les petites ambiances, hein, je me souviens. Mais il y a aussi Barbarin que j'adore. Enfin, j'aime bien en parler parce que quand on parle de quelqu'un, on a l'impression qu'on oublie l'autre. Et c'est une grande artiste. Et puis c'est aussi une femme extraordinaire. En grande bonne. Tu sais, les grands artistes, j'aime les gens qui ont... Tu t'aperçois que dans la vie, ils sont vraiment... tu les vois en scène et puis quand tu les vois dans la vie, c'est des gens qui sont chaleureux, humbles, aucune vanité, de la fierté, mais pas de vanité. Avec Barbara, c'était beau. Et qui ont vraiment une âme, quoi. Parler avec des êtres comme ça, échanger un moment avec eux, tu les prends vraiment dans tes bras, je veux dire, c'est des gens que t'aimes, tu vois, vraiment. Il n'y a pas qu'elle, mais je veux dire, ces deux personnes. Armande Altaï aussi est une femme extraordinaire. Enfin, j'ai de la chance d'avoir rencontré Véronique Sanson aussi. Tu sais, s'il faut faire le tour de tous les gens que j'aime, il y a des gens extraordinaires. Et quand tu les rencontres, j'ai vu le dénominateur commun, c'était la simplicité. La magie aussi, parce que c'est des gens magiques. Mais la simplicité, la vérité de leur rapport, la sincérité aussi. De respecter l'amitié, d'être vraiment là. Des gens qui ont la vérité en eux et du talent et de l'âme. Lavilliers, là, cette spontanéité. Ouais, j'aime beaucoup Lavilliers. Beaucoup. Lavilliers, c'est Lavilliers. Putain, tout le monde a l'air de toujours vouloir faire des histoires autour de lui. Du côté du public, il est assez mal vu. Il joue les gros bras, il est un peu frimeur. Mais il est timide aussi. Ça que personne n'y pense, tu vois. Non, mais c'est bien de pouvoir en entendre parler par quelqu'un. Tu sais bien que t'imagines que quelqu'un qui roule des mécaniques, c'est parce qu'il a un cœur d'or, Lavilliers. C'est un mec très très gentil. Mais il y a des moments où il se voit comme ça. Moi, ça m'amuse quand je suis avec lui. On n'arrête pas de se marrer tous les deux parce que je charrie, il me charrie, tu vois. Il m'appelle Zorro, moi j'appelle Tarzan. Et dis-moi, Mais c'est un type bien aussi, Bernard, vraiment bien, très bien. Et pas con du tout, parce que tout le monde lui prête toujours des... Tu sais, comme il roule. C'est comme on a toujours dit d'Hallyday, parce que c'était un rouleur, que c'était un mec qui savait rien. C'est pas vrai. Et Bernard, bon, il a sa folie à lui, tu vois, c'est un mégalo. Mais quoi, on va pas demander à un artiste d'être plat. Moi, j'aime bien les numéros de Bernard, ça me fait rire. Et il se marre aussi quand je lui dis. Je dis, alors Bernard, d'où tu reviens? Ça doit être l'Amazonie. Et on se met à déconner, il a vraiment beaucoup d'humour là-dessus. Je dis, et on joue, des fois on s'amuse à jouer les parrains corses, tu sais, les mecs qui ont beaucoup vécu, qui ont des aventures étonnantes. Alors que je sais que les trois quarts des choses, ils se les inventent, mais c'est bien qu'ils les inventent. C'est un artiste, c'est pas... Je vais pas lui en vouloir parce qu'il part dans sa folie, quoi. Et sa folie, il vit aussi des choses, c'est véritablement aussi. Bon, il en rajoute, voilà, c'est ça. Alors, est-ce que si tu avais un copain qui en rajoute, tu t'arrêterais d'être son copain? Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai posé la question, pour avoir l'avis de quelqu'un qui le connaît un peu plus que le public, qui justement le ressent mal de ce côté-là. Et c'est bon que quelqu'un puisse parler en sa faveur. Mais des fois, je te dis, il me fait rire parce que si peut-être les gens le prenaient avec humour aussi, ça me ferait rire aussi. Et je crois que le public a pas... Puis il y a des moments, il est comme ça, hein, il est comme ça, Bernard. C'est un mélange de timidité puis de rouler comme ça. Mais en fait, quand on est ensemble, moi je l'ai jamais vu rouler d'une façon pesante ou chiante. On s'est bien marré, vraiment. L'autre fois, on était à Lille, on n'a pas arrêté de déconner, on était mort de rire. Parce que je le poussais dans un sens et il me poussait dans un autre, c'était marrant. Il écrit bien aussi, des fois, vraiment bien. Tu aimes les petits lieux de concert? Je t'ai vu à Saint-Florent un jour, tu jouais au piano bar. Ouais, les pianos bars, j'aime bien.
Et après, vers 6-7 heures du matin, je te vais traîner sur le port en tiag et en peignoir. C'était ça le bonheur. Ah oui, en robe de chambre. Enfin, robe de tiag. chambre. Ah oui, avec mes godasses. Ouais. Parce que c'était bien. Je crois que j'étais J'avais tout. joué ce soir-là. Non, puis j'étais tout nu en dessous, alors je me suis retrouvé dans la rue. Pourquoi je me suis retrouvé comme ça? Je comptais pas dévoiler ça. Et j'avais qu'une inquiétude vis-à-vis des corps, c'est d'écarter en m'assoyant, d'écarter ma robe de chambre, parce que j'étais vraiment à poil, avec mes godasses. Mais comme c'est des gens qui ont de l'humour, les Corses aussi, c'est vrai. Hein. Et comme ils me connaissaient, ils disaient, bon, c'est Jacques, il est comme ça. Ça les faisait rire aussi. Ils se marraient, ils me regardaient, ils mettaient la main sur la tempe. Hey, t'es fou, qu'est-ce que tu fais, toi, à cette heure-ci, là, tu vas prendre froid. Je sais pas pourquoi je me suis retrouvé comme ça. Ça prouve que je me sentais bien. Par contre, n'écoutez pas Radio 2000. Écoutez Radio 2000 quand on sera en l'an 2000. Jusque là, restez patients. Écoutez ces programmes en attendant, c'est parce que c'est quand même bien, hein, sûrement, j'ai jamais entendu, donc ça doit être bien. Mais préparez-vous pour l'an 2000 avec Radio 2000, soyez prêts, vous avez encore... Combien ils ont? Hein? Avant l'an 2000? Non, plus. 34 ans. 16 ans? 16 ans. Vous avez 14 ans. Vous avez 14 ans avant l'an 2000, le temps d'élever un moussaillon, le temps de faire un bébé et d'en faire un adolescent, et paf, il sera mûr pour écouter Radio 2000. Soyez patients, écoutez Radio 2000. C'est Jaco qui vous parle. Ouais.